Ma fiancée m'a envoyé un message froid sur WhatsApp, le mariage est annulé. Attends l'appel de mon avocat. J'ai répondu calme, comme tu veux. Et j'ai discrètement retiré mon nom du crédit immobilier. En 48 heures, son avocat était en panique. Je me souviens exactement du moment où ma vie a basculé. J'étais dans la file du supermarché, tenant un petit panier rempli de bêtises, lasagne surgelée, sac poubelle parfumé, quand mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran, et j'ai vu son nom, Sabrina. Ma fiancée. L'amour de ma vie. Du moins, c'est ce que je croyais. C'était une journée comme une autre. Rien n'indiquait que tout allait s'effondrer en quelques secondes. Mais là, debout dans la file du supermarché avec ce panier ridicule dans les mains, j'ai reçu le message qui a littéralement déchiré ma vie en deux. Ce n'est pas ce qu'elle a dit, c'est comment elle l'a dit. Et au fond, je crois qu'une partie de moi le savait déjà. Je ne voulais juste pas l'admettre. J'ai ouvert le message distraitement, en m'attendant à une remarque sur le dîner ou la liste des invités. Mais ce que j'ai lu m'a donné un coup de poing dans le ventre. Le mariage est annulé. Attends l'appel de mon avocat. C'est tout? Aucune explication. Aucune émotion. Même pas une virgule. Juste un point final. Un rejet froid et clinique, comme si j'étais un contrat commercial qu'elle avait décidé de résilier. Je suis resté figé. La caissière a dû m'appeler 2 fois pour me dire que c'était mon tour. J'ai payé machinalement, j'ai conduit jusqu'à la maison en silence, et je suis resté assis dans le garage pendant 15 minutes avant de trouver la force d'entrer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté silencieux. Le seul message que je lui ai renvoyé, c'était « Comme tu veux ». Et je savais ce que ce message voulait vraiment dire. Ce n'était pas seulement la fin du mariage. C'était sa façon de dire « Ne me contacte pas. Mon avocat va gérer. Tu as été jeté. » Elle pensait avoir le contrôle total. Mais elle avait oublié un détail. Un détail très important. Sabrina et moi venions tout juste de signer les papiers préliminaires pour demander un crédit immobilier ensemble. Une belle maison, dans un lotissement tout neuf près de Seattle. C'est elle qui l'avait choisi. Dans sa tête, elle l'avait déjà acheté. Elle l'avait même déjà décoré mentalement et raconté à ses amis que c'était quasiment à elle. Mais rien n'était encore finalisé. Et plus important encore, on n'était pas encore mariés. Autrement dit, j'étais encore un homme libre. Alors, avant même d'enlever mon manteau ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je suis allé sur le site de la banque et j'ai retiré mon nom de la demande de crédit. 3 clics. C'est tout. Et avec ça, tout s'est effondré comme un château de cartes. Là, vous vous dites peut-être. Un peu mesquin, non? Peut-être. Mais après 2 ans à construire une vie ensemble, après tous les sacrifices, y compris une offre d'emploi incroyable à Chicago que j'ai refusée juste pour rester proche de sa famille, ce n'était pas juste de la vengeance. C'était une question de dignité. Mais même comme ça, je ne m'attendais pas à la suite. Moins de 48 heures plus tard, j'étais assis sur mon canapé en train de manger des restes de lasagne quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie. 1 minute plus tard, j'ai reçu un message vocal. Bonjour, ici Amanda Weiss, avocate de Mademoiselle Sabrina Holden. Nous demandons urgemment un retour concernant votre retrait du crédit immobilier, car cette action peut constituer une rupture de contrat ou une interférence financière. Veuillez nous contacter immédiatement. J'ai éclaté de rire. Demande urgente? Ah, donc maintenant ils sont désespérés? Je n'ai pas rappelé. J'ai attendu. Et comme je m'y attendais, les appels ont continué. Puis des emails. Tous de plus en plus désespérés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Sabrina, dans sa tête, devait penser que j'étais effondré. Peut-être même en train de supplier. Mais non. Pour moi, c'était fini. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Lorraine, une amie en commun. Elle avait l'air très mal à l'aise. Salut, tu es vraiment sorti du projet de la maison? Oui. Ah, ok. C'est que Sabrina est en train de péter un câble. Elle avait déjà commandé des meubles et dit à ses parents qu'ils auraient une chambre d'amis. J'ai failli répondre, c'est son problème, mais je me suis retenu. Je ne voulais pas paraître cruel. Même si, honnêtement, j'en aurais eu toutes les raisons.
Lorraine a fait une pause avant d'ajouter. Elle dit que tu es en train de te venger. Que tu fais ça juste pour la punir. Ça m'a fait rire franchement. Je ne punissais personne. J'ai juste arrêté d'être le pigeon. Ce que Sabrina ne savait pas encore, et personne d'autre non plus, c'est que je commençais déjà à me poser des questions des semaines avant la rupture. Des signes. Des messages nocturnes de numéros inconnus. Des réunions de travail à des heures bizarres. Des chuchotements derrière des portes fermées. À chaque fois que j'entrais dans une pièce, l'ambiance changeait. Je le sentais. Je ne voulais juste pas y croire. Mais maintenant que tout s'écroulait, je voyais enfin qui elle était vraiment. Alors j'ai décidé d'arrêter de réagir, et de commencer à observer. Pas de réponse à l'avocate. Pas de tentative pour sauver la relation. Silence total. Et dans ce silence, la vérité a commencé à apparaître. 2 jours plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. C'était son père. Monsieur Holden. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à un dîner familial, un mois plus tôt, quand il avait porté un toast plein d'émotions, disant combien il était heureux de m'avoir comme futur gendre. Maintenant, il avait l'air fatigué. Peut-être même honteux. Il ne m'a même pas salué avant de lâcher. Qu'est-ce qui se passe avec la maison? J'ai croisé les bras et répondu. Je ne vais pas acheter une maison avec quelqu'un qui me quitte par message et envoie ensuite son avocate pour parler à sa place. Tu es ici pour la représenter? Ses yeux se sont baissés. Non, je suis ici parce qu'elle ne nous dit rien. 1 heure, elle dit que le mariage est fini, l'heure d'après, elle crie à propos de meubles, de factures et de vérification de crédit. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Pendant 1 seconde, j'ai envisagé de tout raconter, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contenté de dire. Elle a rompu. J'ai respecté ça. Maintenant, c'est à elle d'assumer les conséquences. Il a hoché la tête lentement, puis a murmuré quelque chose comme « Je lui avais dit de ne pas faire ça ». Et il est parti. Je suis resté là, à le regarder s'éloigner, tandis qu'un étrange sentiment de calme m'envahissait. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Très loin. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Sabrina ne m'avait pas seulement surpris en mettant fin à la relation. Elle préparait quelque chose. Quelque chose de calculé. Et j'étais sur le point de découvrir exactement pourquoi elle tenait tant à cette maison. La première vraie fissure est venue de quelqu'un à qui je ne parlais plus depuis des mois, Eric, le cousin de Sabrina. On n'a jamais été très proches, mais on avait déjà partagé quelques bières lors de réunions de famille, et on s'était liés parce qu'on était les étrangers dans son cercle social très fermé. Il m'a envoyé un message privé sans prévenir. Et mec, désolé pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas que c'était devenu aussi bordélique. Je voulais juste te dire que tu t'es débarrassé d'un sacré problème. Je suis resté un long moment à fixer le message avant de répondre. Merci. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? La réponse d'Eric a été immédiate. Je devrais peut-être pas en dire plus. Demande-lui juste à propos de Spencer. Spencer. Le nom ne me disait rien au début. Trop commun. J'avais déjà rencontré quelques Spencer dans ses soirées professionnelles, peut-être 1 ou 2 à ses dégustations de vin insupportables où elle m'entraînait. Mais aucun ne se démarquait. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. La façon dont Eric l'avait écrit, courte, prudente, comme s'il marchait sur des œufs, ça m'a tout dit. Ce n'était pas juste un nom au hasard. Spencer était lié à la raison pour laquelle elle avait rompu les fiançailles. Et j'avais déjà une bonne idée du type de lien qu'il représentait. Je suis retourné sur son Instagram. La plupart de ses publications étaient maintenant privées, mais une chose a attiré mon attention, la liste des photos où elle était identifiée. Il y en avait une d'une fête de fiançailles d'une amie, il y a quelques semaines. Le même week-end où elle avait dit être malade et rester à la maison. Elle n'apparaissait pas sur la photo, mais Spencer, si. Avec son bras autour de sa taille. Ensemble. Intime. Mon estomac s'est noué. Pendant que j'étais sur le canapé, à réchauffer de la soupe au micro-ondes et à choisir le carrelage de la cuisine, elle était dans les bras d'un autre mec en cachette, en faisant semblant d'avoir la grippe. C'est à ce moment-là que la douleur a cessé. Et que j'ai commencé à ressentir autre chose, une concentration froide. Je ne voulais pas seulement m'en sortir. Je voulais m'en sortir propre.
Sans dette, sans attache, sans laisser de traces. D'abord, j'ai contacté directement la société de financement pour m'assurer que mon retrait était définitif. J'ai aussi transféré le message de rupture qu'elle m'avait envoyé. Ils m'ont dit en off que son avocate avait déjà appelé 2 fois pour essayer de me remettre sur le dossier. Trop tard. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant les fiançailles, j'ai appelé Elliot, mon ancien colocataire de fac, aujourd'hui avocat en immobilier à Chicago. Il m'avait proposé un poste il y a 1 an, mais j'avais refusé parce que Sabrina insistait pour qu'on s'installe près de sa famille. Je lui ai dit que j'étais désormais disponible. Il a ri et m'a dit, il était temps. On a fixé un appel visio pour lundi. Et jusqu'à présent, aucun signe de Sabrina. C'était son style. Elle ne confrontait jamais directement. Elle agissait toujours par couches, avocat, ami, pression. Mais je ne jouais plus à son jeu. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le dimanche matin, la prochaine bombe a explosé. Je me suis réveillé avec 32 notifications non lues. Messages, appels, emails. Pas d'aile de ma banque. Apparemment, quelqu'un avait tenté d'accéder à notre compte commun la veille au soir. Le compte qu'on avait ouvert exclusivement pour les dépenses du mariage. J'y avais moi-même déposé $10 000 de mon bonus. Argent destiné aux traiteurs et aux acomptes pour la location de la salle. Mais la transaction a été bloquée comme suspecte, parce qu'on a tenté de transférer la totalité vers un compte personnel à son nom. J'ai appelé la banque immédiatement. Ils ont gelé le compte. Et pendant que j'étais encore au téléphone en train d'essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai reçu un nouvel email. Objet, urgent, à propos des fonds du mariage. C'était Amanda Weiss, son avocate. Monsieur Fizet, ma cliente est préoccupée par les fonds conservés sur le compte épargne conjoint destiné au mariage désormais annulé. Comme elle a effectué plusieurs paiements sur ce compte, elle estime avoir droit à une partie des fonds. Mensonge. Elle n'avait pas déposé un seul centime sur ce compte. J'avais tous les reçus. Chaque dépôt venait de moi. Elle avait toujours gardé son argent à part, elle disait que c'était pour garder de la flexibilité. Mais maintenant que tout était fini, elle voulait me voler et appeler ça de la justice. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rappelé Elliot. Il m'a dit, tu as une trace de chaque dollar. Donc tu es protégé. Mais laisse-moi te dire un truc, mec. Si elle en est au point de tenter ça, c'est qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Et il avait raison. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de Sabrina elle-même. La première communication directe depuis le fameux texto. Sa voix tremblait, chargée d'émotion, presque comme si elle voulait paraître anéantie. Et je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai juste paniqué, d'accord? Les choses sont devenues compliquées et je ne savais pas comment t'en parler. S'il te plaît, ne crois pas que j'ai voulu te blesser. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai supprimé le message. Je n'ai pas répondu. Parce que voilà le truc. Quand tu montres à quelqu'un que tu n'as pas peur de partir, cette personne panique. Et Sabrina était habituée à avoir le contrôle. Elle ne savait pas comment réagir quand quelqu'un retournait la situation. Le lundi, j'ai signé la proposition de mon nouvel emploi au cabinet d'Elliot. Je commencerai à distance, avec un forfait de déménagement si je choisissais de partir. J'étais officiellement de nouveau aux commandes de ma propre vie. Mais c'est le mardi que le dernier fil a craqué. J'ai reçu un autre appel de Lorraine. Sa voix était tendue, comme si elle avait pleuré. Tu dois savoir. Sabrina est enceinte. Je suis resté figé. Elle dit à tout le monde que c'est de toi. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Mais Spencer dort chez elle toutes les nuits depuis la rupture. Les gens commencent à parler. Ma voix est sortie faible. Elle a dit de combien de semaines? Apparemment, 8. J'ai fait le calcul. Il y a 8 semaines, Sabrina faisait une détox de son corps et ne me laissait même pas l'approcher. Elle disait qu'elle voulait réinitialiser son organisme avant notre lune de miel. C'est la dernière fois qu'on a été intime. Il y a 9 semaines. Et à peine. Ce qui signifie qu'il y avait une réelle possibilité que cet enfant ne soit pas de moi. Mais elle préparait déjà le terrain pour m'attacher. Pour m'enchaîner à quelque chose de permanent. Peut-être pour revendiquer une paternité, ou même demander une pension.
Pendant que je disparaissais du financement de la maison. Et le pire? Je savais exactement ce qu'elle allait faire ensuite. J'ai à peine dormi après l'appel de Lorraine. Je suis resté dans le noir, à essayer de rassembler les pièces. Le timing, le motif, la vraie raison pour laquelle elle avait rompu par message et non en face. Parce que c'est ça, non? Une stratégie. Pas une rupture. Sabrina n'avait pas cessé de m'aimer, elle avait tracé une route de secours. Elle contrôlait le récit avant même que j'aie une chance d'ouvrir la bouche. Et maintenant, elle disait être enceinte de mon enfant. Mais ce n'était pas possible. Les dates ne collaient pas. On ne couchait plus ensemble depuis des semaines. Elle était distante, froide, presque arrogante. Elle avait appelé son cycle menstruel une détox pré-mariage. Elle disait vouloir être pure pour le grand jour. À l'époque, je n'ai pas posé de questions. J'ai cru que c'était juste une de ces bizarreries. Mais maintenant, c'était clair. Elle m'avait tenu à distance parce qu'elle savait déjà qu'elle avait fait une connerie. Ou pire, qu'elle avait franchi une limite irréversible. Et Spencer? Ce n'était pas juste une aventure. C'était la vraie raison. Le lendemain matin, son avocate a envoyé un autre email, cette fois plus agressif. Vu les circonstances actuelles, ma cliente envisage des actions en justice pour abandon financier et détresse émotionnelle. Elle m'a également chargé de vous notifier formellement de sa grossesse et de vos responsabilités parentales présumées. Présumées. Ce mot m'a glacé. Ils essayaient de me faire pression. De m'acculer. Ils voulaient que je réagisse sous l'impulsion ou que je fasse une erreur à exploiter au tribunal. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai été malin. J'ai rappelé Elliot et je lui ai tout raconté. La grossesse supposée, les doutes sur la paternité, les menaces financières. Il m'a dit. Devant cela. Fais le premier mouvement légal. Tu dois laisser une trace montrant qu'elle essaie de te manipuler. C'est ce que j'ai fait. Le jour même, j'ai engagé une avocate locale spécialisée en droit familial et financier. Elle s'appelait Leven, tranchante, froide même. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Elle a rédigé une lettre formelle et l'a envoyée à l'avocate de Sabrina le lendemain matin. En termes juridiques, elle disait: je nie toute paternité jusqu'à la réalisation d'un test ADN vérifié. Je ne contribuerai ni financièrement ni émotionnellement avant confirmation biologique. Toute tentative d'accès au compte commun ou de me présenter comme émotionnellement abusif sera considérée comme diffamatoire et poursuivie en justice. Elle a aussi inclus une clause exigeant une transparence totale sur les finances actuelles de Sabrina, au cas où elle tenterait de dire que je lui devais quelque chose concernant l'achat annulé de la maison. Je ne me sentais pas soulagé. Moins de 2 heures après l'envoi de l'email, mon téléphone a de nouveau sonné. Mais cette fois, Sabrina n'a pas laissé de message. Elle a rappelé. Encore. Et encore. 6 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas décroché. Mais Leven a reçu un appel d'Amanda, l'avocate de Sabrina, ce soir-là. Elle a dit que Sabrina était bouleversée, qu'elle se sentait piégée, qu'on aurait dû régler ça en privé, qu'on transformait une affaire personnelle en guerre publique. Ce à quoi Leven a répondu. Elle a rendu cela public dès qu'elle a engagé une avocate et menacé d'agir en justice. Mon client ne fait que répondre. J'aimerais dire que je n'ai rien ressenti. Mais en réalité, j'ai tout ressenti. De la colère. De la tristesse. Des regrets. Surtout, des regrets. Pas pour la rupture. Mais pour avoir ignoré tous les signes. Comme lorsqu'elle a refusé de fusionner nos finances avant le mariage. Ou quand elle contrôlait toujours notre emploi du temps social. Ou encore chaque fois que je parlais de faire un contrat prénuptial, elle riait simplement et disait « Tu ne me fais pas confiance ». Mais le pire dans tout ça, je crois qu'une partie de moi voulait encore croire que tout cela n'était pas réel. Que peut-être, elle avait juste peur. Que Spencer n'était qu'une erreur, et qu'elle essayait de réparer les choses. Mais la réalité a une façon bien à elle de te frapper en pleine figure quand tu t'y attends le moins. Et ce coup est venu 2 nuits plus tard, directement de Spencer. Il devait être aux alentours de 22 heures. J'étais seul à la maison, en train de regarder la télé, quand j'ai reçu un message sur Facebook d'un profil que je ne reconnaissais pas. Pas de photo de profil, juste un nom, Spencer. Le message disait: il faut qu'on parle. Je ne veux plus faire partie du petit jeu qu'elle est en train de jouer.
Je suis resté à regarder ce message un long moment. Mes mains tremblaient. Finalement, j'ai tapé. Parle. Il a répondu. Elle m'a dit que vous étiez déjà séparés. Que le mariage avait été annulé il y a plusieurs mois, et que tu l'aidais juste pour la maison par culpabilité. Mon sang n'a fait qu'un tour. Nous étions encore fiancés jusqu'au jour où elle m'a envoyé ce message pour dire que c'était fini. Ce jour-là. Pas avant. Il est resté silencieux pendant 10 bonnes minutes. Puis il a écrit. Elle m'a dit que tu l'avais frappé. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quoi? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'elle avait peur de toi. Que tu avais des problèmes de colère et que tu cassais des choses quand tu étais énervé. Je suis resté paralysé. Je n'ai jamais levé la main sur Sabrina. Je n'ai jamais élevé la voix de manière menaçante. Nos disputes les plus sérieuses portaient sur le temps, le fait qu'elle priorisait toujours ses amis et planifiait notre relation comme si c'était une réunion. Violence physique? Jamais. Même pas une seule fois. Tu crois à ça? Ai-je demandé. Il a mis du temps à répondre. Puis il a dit. Non. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai appelé Cher et je lui ai tout raconté. Elle a immédiatement mis en place une mesure préventive, en gros, une défense légale anticipée au cas où Sabrina essayerait d'inventer une accusation de violence pour obtenir de la sympathie au tribunal. Les choses devenaient bien plus sombres que je ne l'imaginais. Mais le coup de grâce est arrivé le vendredi. J'ai reçu un email de la banque chargée du financement de la maison. Ce n'était pas un message automatique, c'était des excuses personnelles. Ils avaient été recontactés par Amanda Weiss, l'avocate de Sabrina, qui demandait s'il y avait un moyen de poursuivre le financement sans moi. Sabrina avait tenté de falsifier un document disant que je m'étais retiré volontairement de l'achat, sans attendre de compensation financière. La banque a immédiatement repéré la fraude, car je n'avais rien signé. Elle avait falsifié ma signature. J'ai transféré l'email à Cher. Elle est restée silencieuse pendant 10 minutes. Puis elle m'a appelé et a dit. C'est grave. On peut aller voir la police avec ça. Je ne voulais pas en arriver là. Pas encore. Je voulais juste que tout cela se termine. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas fini. Parce que Sabrina perdait pied, et les gens désespérés ne s'éclipsent pas en silence. La semaine qui a suivi a été un vrai brouillard. Chaque jour, une nouvelle bombe, une nouvelle crise que Sabrina et son avocate tentaient de déclencher. C'était épuisant, mais en même temps, j'éprouvais une étrange satisfaction à voir à quel point elle perdait le contrôle. Plus elle tentait de manipuler, plus elle se dévoilait. J'ai reçu un autre appel de Lorraine. Cette fois, sa voix était paniquée, presque un chuchotement. Tu ne vas pas le croire, mais Sabrina, elle dit à tout le monde qu'elle a fait une fausse couche. J'ai eu l'estomac retourné. Quoi? Je n'ai pas voulu crier, mais c'est sorti tout seul. Elle a posté à ce sujet hier soir, et maintenant tout le monde lui envoie des messages de condoléances. Elle dit qu'elle a perdu le bébé juste après votre rupture. Je suis resté figé, tentant d'absorber ces mots. Son audace m'a choqué. Était-elle en train d'utiliser la fausse couche, vraie ou non, pour minimiser sa trahison? Pour susciter la sympathie? Pour reprendre le contrôle du récit et se faire passer pour la victime? C'était ça, son plan? Je ne savais pas si c'était un mensonge ou la vérité. Mais une chose était certaine, Sabrina perdait pied. Elle était désespérée, cherchant par tous les moyens à reprendre la main sur l'histoire. Et maintenant, elle utilisait une possible fausse couche comme échappatoire. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Amanda, son avocate, contacte à nouveau Leven. Mais cette fois, le ton avait changé. Au lieu d'être agressive, elle tentait de se montrer conciliante. Nous comprenons que la situation a pris des proportions inattendues. Sabrina traverse des difficultés personnelles et nous souhaitons éviter tout conflit supplémentaire. Mais Leven n'a rien laissé passer. Elle a rappelé la tentative de falsification dans le dossier de financement et a été très claire. Si Sabrina continuait sur cette voie, ce ne serait plus simplement une affaire financière. Je n'ai pas peur d'intensifier les choses, a déclaré Leven d'un ton ferme. Nous engagerons des poursuites pénales si nécessaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un étrange sentiment de justice. Sabrina avait tiré tant de ficelles dans l'ombre, mais maintenant, toutes les cartes étaient sur la table. Et je ne reculais plus. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.
Ce vendredi-là, j'ai reçu un appel de la banque. Et ce n'était pas seulement au sujet du financement. C'était à propos des documents frauduleux que Sabrina avait envoyés. Ils avaient contacté les autorités, et l'affaire faisait maintenant l'objet d'une enquête. Sabrina avait franchi une ligne et ce n'était plus seulement une histoire de fiançailles rompues. C'était un crime. J'ai transféré l'email et tous les détails à l'Even. Elle a immédiatement fixé un rendez-vous avec le ministère public. Au fil des jours, les tentatives de Sabrina pour sauver son image n'ont fait qu'empirer les choses. Ses publications sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus instables, des selfies en pleurs, des messages vagues sur le fait d'être incomprise, et des insinuations du genre « certaines personnes veulent juste détruire tout ce que vous avez de bon ». Elle était passée de cette femme confiante et arrogante, celle dont je m'étais un jour épris, à une personne en pleine chute, s'accrochant désespérément au moindre fragment de contrôle. Je n'ai pas répondu. Je refusais de lui offrir une scène. Parce que ce n'était plus une question d'argent ou de maison. C'était une question de pouvoir. Sabrina pensait pouvoir tout contrôler, y compris moi. Elle croyait pouvoir m'humilier sans conséquence. Mais la vérité, c'est que celui qui contrôlait tout depuis le début, c'était moi. Je n'avais pas besoin de tomber à son niveau. Pas besoin d'ajouter encore plus à la saleté. J'avais juste besoin de rester ferme. L'appel qui a tout changé est arrivé un mercredi. C'était le père de Sabrina, encore une fois, mais cette fois, le ton était différent. Ce n'était plus cette voix froide et distante d'un père qui essaie de jouer les médiateurs. Il sonnait comme un homme qui avait enfin ouvert les yeux sur les mensonges de sa propre fille. « Je dois m'excuser », a-t-il dit. « Je me suis trompé sur toute la ligne. J'aurais dû voir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Sabrina, elle a menti à nous tous. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Des années passées à chercher l'approbation de cet homme, à tenter de prouver que j'étais assez bien pour sa fille, pour finalement comprendre que je n'étais qu'un pion de plus dans son jeu. Il m'a tout raconté. Comment Sabrina sortait déjà en cachette avec Spencer bien avant la fin officielle de nos fiançailles. Comment elle avait inventé les histoires de grossesse et de fausses couches pour manipuler son entourage. Comment elle était allée jusqu'à emprunter de l'argent à ses parents pour entretenir ses mensonges. Et moi, tout ce temps, manipulé comme un idiot. Je suis désolé, a-t-il répété. Je vais faire tout ce que je peux pour arranger les choses. On va régler ça. Je ne savais même pas quoi dire. Une partie de moi voulait lui hurler dessus, lui demander pourquoi il n'avait rien vu plus tôt, pourquoi il avait aidé Sabrina à me manipuler. Mais une autre partie de moi, celle qui commençait déjà à faire la paix avec la vérité, savait que rien de tout cela ne changerait le passé. Rien n'effacerait la douleur. Rien n'enlèverait ce goût amer de trahison. Mais il y avait une chose que je pouvais enfin faire, partir. Pour de bon. J'ai bloqué son numéro. Supprimé tout ce qui me rappelait elle, réseaux sociaux, anciens messages, moindres souvenirs. J'ai même rendu certaines de ses affaires, justement celles auxquelles elle tenait le plus, et je les ai laissées chez ses parents. Elle a encore essayé de me contacter plusieurs fois. Mais à ce stade, j'étais déjà tellement loin de cette vie, tellement différent de l'homme que j'étais quand tout a commencé, que, je m'en fichais complètement. Et c'est peut-être ça, la chose la plus difficile à accepter, réaliser que, même si j'ai aimé Sabrina un jour, la femme que je croyais aimer, n'a jamais existé. C'était du théâtre. Et moi, j'étais juste un rôle de plus dans sa pièce. Cela fait 1 an que ce cauchemar est terminé. D'après ce que j'ai entendu, la vie de Sabrina est en ruine. Mais je ne m'en préoccupe même plus. Et moi? J'ai tourné la page. Je me reconstruis. J'ai acheté un nouvel appartement, rien qu'à moi. Le prêt est à mon nom. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Mais je n'oublierai jamais la leçon que tout cela m'a apprise, ne laissez jamais la manipulation de quelqu'un d'autre définir votre vie. J'ai été un idiot. Mais plus jamais. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un puissant rappel que certaines personnes peuvent utiliser la manipulation et le mensonge pour tenter de contrôler ceux qui les entourent. Mais c'est aussi une leçon de force et de résilience, aussi sombre que cela puisse paraître, il est toujours possible de recommencer avec dignité, lucidité et amour de soi. Et vous, que feriez-vous dans une telle situation? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.